Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Bonjour et bienvenue à tous sur cette grande scène pour apparemment la dernière conférence qui s'intitule « L'innovation frugale peut-elle réinventer la supply chain ?» Je suis Karine Weber, je suis fondatrice d'un bureau d'études qui s'appelle Feuille de route conseil et qui est spécialisé en logistique du dernier kilomètre et innovation durable. Durant des décennies, la supply chain a cherché la performance, souvent par l'accumulation, avec plus de données, plus de vitesse, plus de technologie. Et aujourd'hui, une autre question émerge. Si la vraie innovation consistait à faire plus sobre, plus simple, plus robuste et plus utile. Nous allons donc parler ici, avec les intervenants que je vais vous présenter dans un instant, d'innovation frugale. Et nous allons essayer de répondre à cette question dans un contexte de tension économique, énergétique, géopolitique et environnementale. La frugalité est-elle devenue un levier stratégique de transformation de nos supply chains? Pour répondre à cette question, nous avons trois spécialistes que je vais vous présenter. Tout d'abord, Sidonie Boissé, bonjour. Vous êtes ingénieur spécialisé en supply chain circulaire et copilote de l'étude ADEME et France Supply Chain. Charles Levillain, bonjour. 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 Vous êtes l'administrateur des boîtes à vélo, donc une fédération d'acteurs de cyclo-logistique, et en même temps le président de Fleximodal, un fabricant de matériel de cyclo-logistique. Victor-Emmanuel Vieilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de SPI Group, un acteur majeur du conditionnement et de la logistique depuis plus de 40 ans, qui donc conditionne des produits de grande consommation avec une automatisation. Vous allez nous en parler un tout petit peu tout à l'heure. Nous avons 30 minutes pour cette table ronde. On va essayer d'avoir un temps d'échange avec vous en fonction du temps qui va nous rester. Mais donc on va commencer tout de suite avec la première question. En une phrase, donc pour chacun d'entre vous, la même question. En une phrase, quand vous entendez innovation frugale, quelle définition vous en donnez personnellement? Est-ce que Sidonie, vous voulez commencer? Oui, je peux. Bonjour. Bonjour. Pour moi, une innovation frugale, c'est celle qui ne consomme pas plus de ressources que celles qu'on a à disposition, donc notre stock, mais aussi en termes d'investissement financier. Une définition claire. Qui veut prendre le relais, messieurs? La question de l'optimisation des ressources est effectivement première. Et moi, je rajouterais un peu la couche de cohérence, de coordination pour que ce soit fluide et qu'on ait des process optimisés pour pleinement optimiser l'utilisation des ressources. Ok, donc on entend ressources, optimisation. Et vous, Victor-Emmanuel? Chez SPI, on a une vision de l'innovation frugale, évidemment une innovation avec le moins d'argent possible, mais une innovation qui va aussi donner l'envie aux collaborateurs. Nous, on pousse beaucoup ce qu'on appelle un peu poussivement la marque employeur, en donnant l'envie à nos collaborateurs d'innover. Donc il y a tout un process, on en parlera un peu plus tard. Oui, tout à fait, vous allez nous en dire un peu plus. Alors creusons ensemble un peu plus ce qui se cache derrière cette innovation frugale. On a entendu optimisation, ressources, marque employeur, ça c'est un point positif qu'on va explorer. Pour vous, Sidonie, quand on parle d'innovation frugale, parle-t-on tout d'abord de sobriété, de bon sens industriel, de contraintes économiques ou alors d'un vrai changement de modèle? Alors, pour moi, l'innovation frugale, déjà, dans notre contexte aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller vers une réduction de l'empreinte matière. Et donc, en fonction des activités propres à l'entreprise et de ses spécificités, on va avoir différentes manières d'y arriver. Et on a différents modèles qui émergent aujourd'hui et qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Donc, pour moi, ça va vraiment être un changement de modèle. Je peux citer par exemple l'exemple de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc là, on va vraiment aller s'intéresser à intensifier intensifier l'usage et la durée de vie d'un produit. Donc en mettant plutôt un produit en location, donc surtout ceux à forte valeur ou alors qui sont parfois encombrants. Donc on va aller permettre à notre consommateur de gagner non seulement de la place, mais également de faire des économies. Ça se prête aussi très très bien sur les objets pour les enfants. Qui grandissent. Et donc, par exemple, l'exemple du vélo, c'est très simple à utiliser puisque
acheter un vélo pour un enfant qui va devoir le changer dans 2-3 ans, aujourd'hui, c'est pas très pertinent et aller le louer, c'est quand même plus intéressant économiquement. Et donc, c'est un des modèles qui permettent de donc, réduire cette empreinte matière et d'atteindre nos objectifs. Mais on peut aussi penser à la slow logistique qui se concentre sur l'idée de ralentir nos flux. Et là, par contre, on a vraiment un changement de modèle, mais de mentalité aussi du consommateur et de l'entreprise face à ses concurrents. Donc on comprend que ralentir peut avoir un bénéfice très intéressant. Victor Emmanuel, qu'est-ce qui distingue une démarche réellement frugale d'une simple logique de réduction de coûts? Vous, comme vous êtes un grand groupe industriel. Alors, je rebondis aussi sur le point où on parlait de slow logistique, par exemple. C'est vrai qu'il y en a qui aiment bien ralentir. À l'inverse, nous, chez SPI, on aime bien accélérer et on peut accélérer avec peu de moyens. L'innovation, chez nous, on en a fait vraiment une question de mindset. Alors, ça peut paraître un peu romancé, mais c'est le cas. On a créé beaucoup de leviers qui permettent de faire remonter les idées du plus bas de niveau de l'échelle jusqu'en haut. Parce que souvent, l'innovation, ça part d'en haut, ça descend. Nous, on essaye de faire les deux. Ça part d'en haut, ça descend. Ça part d'en bas, ça remonte. On a créé des challenges innovation, on a créé des dynamiques d'amélioration continue, donc très structurées, avec des obligations par site, à minima 2 fois par an, etc. Notre principe est simple, c'est que l'innovation frugale, c'est une innovation avec le moins de moyens possible. Moi, l'objectif, c'est de laisser carte blanche aux collaborateurs. L'argent vient après. Et on se rend compte que quand on laisse une créativité pleine et entière, ce qu'il en ressort, c'est beaucoup de choses qu'on développe en interne parce que les gens s'approprient le projet, se disent ah, tiens, au lieu de le sous-traiter, au lieu d'aller le faire à l'extérieur, tiens, on a beaucoup de ressources chez SPI, on va le faire en interne, on crée un groupe projet et on y va. Ce qui fait qu'au final, on fait ça avec les moyens du bord et ça coûte moins cher. Et pour les exemples concrets, je crois qu'on en parle après. Mais c'est vraiment une question d'état d'esprit. L'innovation est réellement partout et à tous les niveaux hiérarchiques. Oui, et puis vous m'aviez dit que ce n'était pas qu'une simple boîte à idées. Justement. Ah non, on est très loin de la simple boîte à idées, qu'on oublie d'ailleurs souvent d'animer. Hein. Il faut expliquer pourquoi on ne prend pas, pourquoi on fait, quel budget on met, pourquoi on ne met pas ce budget-là, etc. Non, nous, on a plusieurs leviers de remontée d'idées. Après, on fait le tri, on explique pourquoi on ne fait pas cela. On choisit souvent les 3 meilleurs. On a aussi le prix coup de cœur, on fait un peu comme tout le monde. Hein. On crée des groupes projets pour chaque idée. Donc, on vient mettre les ressources nécessaires. Ça peut souvent, ce sont des ressources internes et quand il y a besoin, on vient chercher une ressource externe à l'entreprise. Et puis, le groupe projet va vivre sa vie le temps d'aboutir. Et il en ressort quand même. Alors, là, on n'est pas dans l'automatisation. Nous, on est très automatisé, très robotisé. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle plutôt d'innovation du quotidien avec peu de capex. Et là, c'est vrai qu'on arrive à faire en interne des choses assez extraordinaires. Et je me permets, et je pense que le supplément d'âme de ça, en tout cas moi j'y crois très fort, j'espère que ça se sent, c'est qu'on vient donner l'envie aux collaborateurs. Donner envie d'être créatif. Oui, et puis quand ils sont créatifs et qu'on leur ouvre la porte à la créativité et qu'on voit que le projet est porté jusqu'au bout, ben on leur donne envie de rester. On donne envie aux autres de venir et puis on se retrouve avec des cas pratiques qui fonctionnent, qui sont appliqués opérationnellement au quotidien, dont on peut parler. Donc ça fonctionne. Très bien, vous allez continuer tout à l'heure. Charles, une petite question. Dans un contexte de forte incertitude énergétique, comme on le vit en ce moment, et des tensions au niveau des approvisionnements, en quoi l'approche frugale peut-elle renforcer la résilience et l'indépendance d'une supply chain, et en particulier sur le dernier kilomètre, puisque vous connaissez bien ce maillon de la chaîne? Oui, effectivement, et entre le moment où on a préparé cette table ronde et aujourd'hui, le contexte a encore évolué, et met encore plus sur le devant l'enjeu de résilience, d'indépendance des territoires. Là, on est contraint par une disponibilité énergétique qui nous rappelle qu'on dépend de territoires extérieurs sur notre propre activité. Donc le transport est vraiment au cœur des problématiques et du salon. L'innovation frugale en fait sur le transport, ça va être du point de vue, et en particulier pour le dernier kilomètre, de rationaliser l'usage des bonnes solutions à chaque endroit pour pouvoir exploiter au mieux les ressources dont on dispose. Et dans ce contexte de raréfaction, en tout cas de tension sur la ressource et le coût des énergies,
de pouvoir utiliser les bonnes alternatives là où elles sont les plus pertinentes pour laisser aussi de la marge de manœuvre là où on en a moins. Donc là, chaque solution est pertinente et le recours à la cyclologistique en est une. Très bien, on va parler de cas concrets, ça tombe bien. Prenons quelques cas concrets issus à la fois de vos expériences et de vos secteurs d'activité. Si on continue avec vous, Charles, sur le dernier kilomètre, en quoi non, je recommence ma question parce qu'elle n'est pas bien tournée. La cyclologistique est souvent présentée comme une solution simple. En quoi est-elle, selon vous, une véritable innovation frugale, adaptée aux contraintes actuelles de la mobilité des marchandises en ville ? Sur les flux qui peuvent être faits à vélo, en fait, on est sur des facteurs 10, en gros, en termes de consommation de ressources. Donc, ce n'est pas de petits pourcentages d'évolution. Donc, tout ce qu'on peut mobiliser utilement et habilement autour de la livraison à vélo, se représenter de 0 à 200 kg, du colis à la palette, du sec comme du frais. On peut opérer sur le secteur de la logistique urbaine du dernier kilomètre une part non négligeable des flux. On ne fera pas tout, mais on peut faire. Et tout ce qui sera fait avec ces moyens-là libérera de la ressource pour les secteurs où il y a moins de ressources disponibles ou d'alternatives disponibles. Donc la frugalité dans la logistique urbaine, voilà, c'est la bonne ressource, le bon matériel, le bon outil au bon endroit. C'est aussi de dire que ça existe depuis très longtemps. Oui, c'est une innovation, mais sans être une innovation, puisque on avait ces solutions-là avant. C'est une innovation dans le sens où les solutions ont beaucoup évolué depuis, avec des capacités de charge qui ont augmenté, une meilleure intégration dans la logistique et dans les différents maillons, puisqu'on a des solutions maintenant qui permettent de soulever, de transporter des palettes, d'assurer de la température dirigée en passif comme en actif. Donc voilà, on a beaucoup progressé, plus l'assistance électrique qui permet de faciliter le métier. Donc voilà, c'est une innovation aussi quand même par rapport à ce qu'on pouvait connaître auparavant. Et on voit que les vélos sont de plus en plus aussi techniques, malgré tout, même si ça reste des vélos. On en parlait ce matin en disant qu'il y a de plus en plus de technologies aussi qui arrivent. Si on remonte un peu la chaîne logistique avec vous, Victor Emmanuel, dans un groupe industriel, à quel moment dit-on stop à la suringénierie et revenons à une solution plus simple, plus robuste et plus pertinente ? Chez SPI, on dit rarement stop. Mais je pense qu'il faut faire les deux de mon point de vue. On a d'un côté des très gros capex d'automatisation. On a ouvert un site de 40 000 m² complètement automatisé il y a à peu près un an. Donc ça demande des énormes ressources humaines, matérielles, financières évidemment. Mais je pense que je reste encore sur ma ligne directrice de mindset d'entreprise. Il faut continuer en parallèle et puis il faut encore définir que l'automatisation, il y a encore de l'innovation aujourd'hui. Définition à parfaire, mais je pense qu'il faut rester sur cette ligne de conduite qui dit que l'innovation est, en tout cas chez SPI, une obligation. Et je reviens encore une fois, toujours, j'insiste sur le côté marque employeur. On ne fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation. J'ai entendu hier un truc que j'ai trouvé pas mal. Quelqu'un disait la R&D, c'est trouver ce qu'on cherche. L'innovation, c'est chercher sans savoir ce qu'on va trouver. Et jamais s'arrêter. Bon, ça, c'est un peu la définition de l'innovation chez SPI. On cherche sans jamais s'arrêter. Et sur le chemin, soit on trouve des trucs super, on y viendra, soit on aura appris à apprendre, ce qui va nous servir aussi dans notre quotidien pour des choses plus pragmatiques et puis parfois des choses qui coûtent aussi. Donc on est vraiment dans cette espèce d'organisation qui tourne autour de l'innovation. Donc les deux en parallèle toujours et constant dans l'effort. Et en préparation, vous m'aviez parlé d'une application smartphone par exemple. Oui, on travaille avec beaucoup de grands industriels des produits de grande consommation. Je ne sais pas si on peut les citer, mais Ferrero, L'Oréal, Nestlé, Procter & Gamble et plein d'autres. Et en fait, on a beaucoup de saisonnalité. La saison de Noël, la saison beauté, les saisons de Pâques, etc. Donc nous, on intègre énormément d'intérimaires chez nous. Donc on a une base de CDI, comme tous les gens qui font ça. Puis ensuite, on a des saisonnalités. Donc on fait venir beaucoup d'intérimaires. Et il y a plusieurs années, on s'est rendu compte qu'on intégrait mal ces intérimaires, qu'il y avait peut-être un manque de considération et que peut-être que l'implication de ces personnes-là n'était pas suffisante et que, on a créé une application smartphone en interne, donc c'est là où je dis que ça reste frugal, qui permet de mieux les intégrer. Donc concrètement, ils ont une application, ils ont accès
à un module Street View, comme dans Google Earth, où on leur montre où se garer, par quelle porte rentrer, les photos des encadrants. Et il y a tout un chemin virtuel, enfin virtuel, c'est des vraies images, hein, ils peuvent se balader en 3D dans le bâtiment. Et pendant qu'ils cheminent, il y a des encadrés digitaux. Et les encadrés digitaux commencent par présenter le groupe, puis le site en question, soit une usine, soit un entrepôt. Ensuite, on leur parle d'éthique, de nos valeurs, on leur parle de qualité, de sécurité, des choses à faire, à pas faire, etc. Et donc à la fin, il y a un quiz et ils doivent répondre à peu près bien pour être ensuite intégrés. Parfait. Donc on voit que l'innovation frugale, ça peut passer par des aides pour gagner du temps et onboarder, on va dire, au mieux les collaborateurs Tout et à fait. les intérimaires. Alors aujourd'hui, je précise que des solutions d'onboarding, il y en a pas mal, mais à l'époque où on l'a développé, il y en avait pas voire peu. Parfait. Sidonie, dans les travaux que vous portez, quels sont les exemples les plus convaincants d'innovation frugale dans la supply chain que vous avez identifiés? Alors, déjà, je pense que ce qui est très important dans l'innovation frugale, c'est le mot frugal. L'innovation, c'est souvent associé à nouvelles technologies, performance, progrès. Mais la frugalité, elle va venir de l'identification du besoin clé, celui auquel on va chercher à répondre. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de deux exemples de concepts, slow logistique et économie de la fonctionnalité. Pour la slow logistique, par exemple, aujourd'hui, on estime que 80% des flux ne sont pas urgents. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait tout à fait ralentir nos livraisons. Dans ce sens-là, il y a des chercheurs du Cretlog avec qui je travaille, donc avec France Supply Chain, à la définition d'indicateurs de la supply chain circulaire, mais aussi de la slow logistique, qui travaillent donc à la création d'un système de pilotage auto-organisé de la logistique, qui donc mettrait le client au cœur de la problématique et qui crée des synergies et qui permet la mutualisation des flux logistiques entre les différents acteurs d'une chaîne. Donc ça, c'est des exemples sur lesquels il faut continuer à avancer. Et ensuite, sur l'économie de la fonctionnalité, donc il y a des exemples assez classiques, plutôt connus sur Decathlon. On en a parlé aussi des biens en commun. Donc, pour moi, l'innovation frugale sur ces exemples-là, elle marche, elle fonctionne parce que on ne demande pas à une entreprise de changer complètement son modèle. On ne lui demande pas de passer d'une économie linéaire à une circularité absolue. Mais c'est vraiment l'idée de voir la supply chain comme une économie de boucle. Et donc chaque boucle va être une opportunité de créer de la valeur, là où aujourd'hui on va plutôt la détruire. Et donc en réintégrant des produits dans notre chaîne et en développant des modèles économiques indépendants à notre modèle global, c'est là qu'on va pouvoir aller chercher des innovations ciblées en fonction du besoin de notre marché et aller se différencier. Et on se disait la dernière fois que la perceuse, finalement, qu'on achète, on l'utilise combien de minutes? La perceuse qui utilisait quelques minutes alors qu'elle passe des années dans notre placard, finalement, elle pourrait être juste louée, prêtée, partagée, notamment à Paris, quand on voit qu'on a des immeubles entiers ou pardon. On a un problème de place. Des espaces de copropriété. On pourrait avoir une perceuse pour 300 personnes et ça suffirait très, très largement. Donc c'est notamment sur ça que travaillent les biens en commun. Vous pouvez voir votre Franprix à côté de chez vous à une sélection de produits parmi lesquels vous pouvez choisir notamment les appareils à raclette, ce genre de choses qui sont très saisonniers et dont on n'a pas besoin, surtout à Paris quand on a des placards dans lesquels nos électroménagers s'accumulent pour être utilisés une fois par an pour certains. On voit bien cette économie de la fonctionnalité, en effet, avec ces exemples. On va essayer de prendre les dernières 10 minutes, on a encore un peu de temps, pour parler un peu des freins. On voit que l'innovation frugale, elle peut être intéressante et pertinente aussi pour les marques employeurs, comme vous l'avez mis en avant, Victor Emmanuel, mais sur la fonctionnalité, l'utilisation bien sûr de la cyclo-logistique pour le dernier kilomètre. Mais on voit aussi qu'il y a des freins. Les freins existent et ils sont réels. Victor Emmanuel, si l'innovation frugale paraît pleine de promesses, pourquoi reste-t-elle encore un peu marginale, ou en tout cas dans beaucoup d'organisations? Pourquoi reste-t-elle marginale? Quels sont les freins que vous identifiez? Moi, je pense qu'il faut être un peu passionné et qu'il y a peut-être quelques entreprises, sans faire de généralité aucune, qui en manquent un peu de passion et qui
qui ne s'autorisent pas à oser. Et c'est vrai que chez nous, comme vous l'avez peut-être beaucoup entendu depuis le début, mais dans mes propos, le but c'est vraiment de pousser à oser, accepter de se tromper, avoir un management qui accompagne l'erreur, l'échec. Alors comme je dis toujours à mes cadres, à mes équipes, allez, ne nous trompons pas sur des sommes importantes, mais si les sommes en jeu sont comestibles, autorisons-nous à essayer plein de choses, à nous tromper, à recommencer, à rebondir. Et en plus, comme je le disais aussi tout à l'heure, on apprend le long du chemin. Donc même si on arrive sur un truc qui ne marche pas, on aura appris plein de choses le long du chemin et ça servira pour autre chose. Pour moi, le frein le plus important, il me semble que c'est le patron. Et si c'est pas le patron, c'est les équipes. Mais si c'est les équipes, ça revient au patron. C'est qu'il les a pas unlockés sur ces sujets-là. Donc pour moi, il est managérial, le frein le plus important. Donc aussi la gouvernance, le fait de mettre de l'importance sur l'innovation dans vos équipes. Il faut communiquer dessus, il faut mettre en place des systèmes qui poussent l'innovation dans l'entreprise. C'est parce que quand vous dites allez, on pousse l'innovation c'est super, allez, que chacun réfléchisse à un truc innovant. Il y a de fortes chances pour que vous accouchiez de rien du tout. Il faut mettre en place, c'est peut-être bien aussi, nous on a mis en place au début un challenge innovation, des dynamiques d'amélioration continue avec à chaque fois une structure, un timing pour répondre. On a créé une application pour répondre spécifique avec les points plus, les points moins, les irritants, la duplicabilité, le ROI, etc. Et ensuite, ça permet de noter de manière efficace chaque idée qui est proposée et de venir la manager en fait. Et si on la manage pas, si on la structure pas, ça vient et puis ça repart en fait. Management de l'innovation. Sidonie, le principal frein, est-ce la culture interne ? On en parlait un peu à l'instant avec Victor Emmanuel, ou le modèle économique, ou les achats, ou les indicateurs, ou. À votre avis, quel est justement le frein principal ? Je pense que la crainte principale qu'ont les entreprises, c'est de perdre leur part du marché parce qu'ils prennent une voie différente. Avec l'innovation frugale, je pense que c'est très important d'accepter de ralentir. Pour ça veut dire qu'il faut proposer une offre et une compensation pour le client qui lui permettent de rester intéressé. Quand aujourd'hui on voit qu'on a des attentes d'instantanéité, c'est très difficile, je pense, pour une entreprise de changer de modèle et de s'orienter vers des concepts comme la slow logistique. Donc je pense que la sensibilisation du consommateur, c'est déjà un bon point, en tout cas à date. Maintenant, la vraie crainte, c'est que quand on ralentit une entreprise, ses concurrents prennent de l'importance. Et le vrai frein, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont pas d'obligation de ralentir. Donc, il nous faut une réglementation qui incite très fortement les entreprises à changer leur modèle pour pas que les entreprises qui innovent de manière frugale et qui s'orientent vers des modèles circulaires soient pénalisées. Parce que certaines répondront aux attentes d'instantanéité auxquelles elles ne pourront plus suivre volontairement, justement pour aller réduire leur empreinte carbone, s'orienter vers du report modal ou ce genre de choses. Et donc c'est vraiment là qu'il y a un gros point sur lequel on peut jouer aujourd'hui, c'est demander une réglementation qui puisse favoriser les entreprises qui laissent place à l'innovation frugale dans leur modèle. On entend le mot réglementation. Charles, ça fait sûrement écho avec ce que vous vivez sur le terrain. Qu'est-ce qui bloque le plus pour avoir encore plus de cyclo-logistique dans nos villes ? Est-ce un sujet d'habitude, de réglementation justement peut-être, de gouvernance ou un manque de coopération entre les acteurs ? Effectivement, vous avez évoqué la question de la réglementation. Elle s'applique aussi à beaucoup de secteurs d'activité et le transport en est un. Ou les atermoiements sur les zones à faible émission, par exemple, qui ne sont toujours pas statuées pour rappel, donnent un flou en fait, aux acteurs économiques ceux qui s'engageraient trop tôt verraient leur investissement pas forcément sécurisé. Donc la stabilité réglementaire est clairement un levier important pour que les acteurs économiques puissent s'impliquer pleinement dans des orientations. Donc ça, c'est un point important.
L'autre point important, c'est l'intégration d'outils complémentaires, d'avoir une vision d'ensemble, de pouvoir prendre du recul, dézoomer pour justement éviter de superposer les outils et les organisations qui conduisent souvent à des situations peu productives et qui ne permettront pas de valoriser optimalement les solutions. Donc, ouais, cet enjeu de dézoomer, de bien s'organiser pour qu'on utilise les bons outils. C'est pleinement important. Et donc, dans le secteur de la logistique urbaine, on a un recours à la sous-traitance assez important qui nécessite de bien répartir et de bien organiser cette sous-traitance pour que ce ne soit pas le sous-traitant qui assume la désorganisation du donneur d'ordre. Donc voilà, la question de la coopération aussi, de l'articulation des acteurs est clé. D'où aussi l'envie d'avoir justement les boîtes à vélo qui permet de regrouper justement les acteurs et aussi d'avoir des coopérations. Donc c'est hyper intéressant. Je me demande si je vous pose la dernière question et après on prendra une question du public si on en a. Préparez vos questions. Donc en une phrase, peut-être en conclusion, quel message souhaitez-vous laisser aujourd'hui à notre public qui est resté pour cette dernière conférence pour que l'innovation frugale change et soit impliquée dans la supply chain? Quel est votre dernier message? Vous voulez commencer, Victor-Emmanuel? Oser se tromper, se marier avec ses équipes, parce qu'on assimile souvent le travail à quelque chose de contraignant. Mais si on a un cadre qui permet ça, je pense qu'il faut vraiment venir avec de l'envie, de l'entrain, des idées et une capacité à se tromper. Oser et se tromper. Et envie. Sidonie? Je pense qu'il faut continuer à s'interroger sur les différentes boucles qu'on peut créer et les opportunités qui peuvent s'organiser autour de notre modèle et laisser le choix aux consommateurs entre une solution plus vertueuse et celle de notre modèle linéaire classique. Aujourd'hui, 78% des consommateurs européens se disent prêts à attendre plus longtemps leurs produits et leurs commandes sous réserve qu'on ait une réduction d'émissions de CO2 liée à cette attente. Donc je pense que c'est que on est prêts tous à faire des efforts, mais pour ça, il faut qu'on nous en donne le choix et qu'on nous explique les impacts réels entre une solution et une autre. Ok, merci. Charles, un message? Oui, sans anticipation, ce sera dur de ne pas subir les crises. Malheureusement, là, le contexte nous remet sur le devant l'enjeu d'indépendance et de souveraineté de notre fourniture énergétique et de notre capacité à agir dans un monde contraint. Donc, ouais, l'enjeu d'anticiper pour bien structurer et justement bien tirer parti de l'innovation frugale, optimiser les ressources, ça demande de s'organiser un petit peu et donc de bien s'informer pour agir efficacement. Très clair. Je vous propose de prendre une petite question, deux petites questions en fonction. Est-ce que vous avez des questions dans le public par rapport à l'innovation frugale? Non, pas de questions? Bon. Ça a été parfait, c'est pour ça. Peut-être une question un peu plus générique. Alors, je ne sais pas qui va vouloir répondre, mais voilà. Si vous deviez citer dans un domaine où la frugalité a un effet transformant immédiat, lequel serait-il? Est-ce que ça serait, je ne sais pas, le transport, les emballages, l'immobilier logistique, la planification? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité où vous dites, là, il y a vraiment un domaine où la frugalité peut avoir un effet important tout de suite? Ouais, le secteur du transport, quand on a une ressource énergétique donnée, d'utiliser le bon véhicule qui va, par rapport au contexte d'activité, satisfaire tout autant la prestation de transport, je pense qu'elle a un impact direct sur la frugalité et la consommation de ressources. Donc c'est un exemple, je pense, assez parlant. Ouais. Charles parlait de souveraineté énergétique, on parlait d'innovation, de frugalité. On a par exemple travaillé sur
un système d'autoconsommation sur un de nos entrepôts qu'on a construit et qui nous a permis d'avoir 70% d'autoconsommation sur place, ce qui nous permet, on parlait de souveraineté, d'avoir 70% d'électricité qui vient du toit. Alors évidemment, on l'a couplé avec un système de batterie, ce qui a demandé un petit peu d'investissement quand même, mais ce qui nous permet d'être plus souverain sur notre capacité à avoir accès à de l'énergie à un prix fixe pour les 20 prochaines années, puisqu'on l'a fixé nous. Et il y a quand même quelques modalités innovantes, alors là pour le coup plutôt financièrement, qui permet de venir financer ces batteries, par exemple par la location du reste de la toiture. Les gens souvent ils installent l'ensemble de leur toiture pour eux-mêmes. Nous on a fait que les 2 tiers de la toiture. 1 tiers on l'a loué et avec le fruit de la location, on a financé 80% des batteries qui nous ont permis d'avoir 70% d'autoconsommation et de se retrouver moins dépendants des prix de marché. Ce qui est accessoirement un bon argument commercial pour mon client qui se retrouve moins soumis aux aléas du prix de marché de l'électricité également, quoi. Absolument. J'aurais juste ajouté que l'innovation frugale dans le transport, aujourd'hui, elle est essentielle, elle est indispensable, parce qu'avec les développements justement de plus de circularité et de localité, ça va augmenter le nombre de flux logistiques et les tonnes kilomètres parcourus sur notre territoire. Et donc c'est là qu'on a vraiment intérêt à aller chercher des réductions d'émissions pour pouvoir éviter les effets rebonds qui vont être liés à l'augmentation de la demande de transport. Très bien. Et en conclusion, on va dire qu'il y a 3 idées fortes qui ressortent de cette table ronde. Que l'innovation frugale n'est pas une régression, au contraire, justement, elle nous challenge. C'est une manière beaucoup plus sobre et plus simple et plus utile d'avoir des supply chains plus résilientes aussi. Que les solutions existent et dans chacune des activités qu'on a décrites et dans les exemples que les participants ont donnés, vous avez vu qu'il y avait des exemples de cyclo-logistique, d'outils chez SPI et qu'il y a une certaine complémentarité autour de ces solutions aussi à avoir en tête. Et ensuite, le management, moi j'ai noté ça, c'est-à-dire que comme tout, ça passe par l'envie d'eux. Et donc, ça passe souvent par, en effet, la gouvernance, le chef, le chef d'équipe, et ça doit transpirer dans une organisation. Et que, voilà, et ça, c'est oser, oser, oser. C'est ce que j'ai noté à la fin pour conclure cette belle table ronde. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à cette dernière conférence. Merci aux participants. C'était un plaisir. Merci Karine. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.